Bonjour à toutes et tous, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Alan Biolay. Alan, bonjour. Bonjour Martin, ça va? Ça va super bien. Alan, moi je t'ai découvert un dimanche matin sur mon canapé. J'ai reçu un message de Thomas, que j'embrasse par là, qui me dit tiens, j'ai dîné avec un pote hier qui serait super intéressant comme invité dans Atypique. Et il m'a poussé une vidéo. Et je t'ai vu sur la scène d'Incroyable Talent en train de danser. Et tu m'as fait chialer. Ça fait un peu cet effet-là la première fois, oui. Euh, Ton parcours, il est atypique, c'est le cas de le dire. On va rentrer dedans et on va euh, aller au commencement, au début, et à ce qui fait que tu es ici chez nous. Tu m'as raconté que t'es danseur professionnel, à la base. C'est ça. Moi, je suis danseur de base et puis je suis conférencier aussi également. Tu préparais un gros spectacle il y a quelques années et pour relâcher la pression, t'es allé faire la fête un soir entre deux répètes. Donc t'as fait une belle fête. Et après cette belle fête, vous avez pris la voiture. T'étais avec ta meilleure amie et ta copine de l'époque. Vous avez eu un accident de voiture. C'est ça. Et tu t'es réveillé sur un lit d'hôpital, le nerf optique sectionné, t'étais aveugle, et ta meilleure amie et ta copine étaient décédées dans l'accident. Complètement. En fait, je travaillais beaucoup dans cette période-là. C'était il y a à peu près 6 ans. Et du coup, on a eu un relâchement lors d'une soirée. Je suis totalement transparent là-dessus. On a fait un petit peu la fête pour décompresser un peu de toute la semaine du travail. Et puis, on n'a pas contrôlé les choses. Et puis, on a eu un accident de voiture. Et c'est là où, justement, suite à cet accident, j'ai perdu la vue. Donc, je suis déficient visuel totalement. Et puis, dans cet accident, j'ai perdu mon ami qui conduisait, qui travaillait avec moi aussi, qui était danseur comme moi. On travaillait ensemble. Et puis, ma compagne avec qui je vivais avant. Comment on se relève de ça comment, euh, comment on traite l'information et enfin Euh, on va débunker un truc tout de suite, c'est que aujourd'hui tout va bien, tu vis une vie normale, t'es papa depuis 3 ans, t'es venu accompagner, et on en reparlera, et on invitera Camille au micro tout à l'heure. Euh, co- comment, euh, comment l'humain, et moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est quand je te vois en vidéo sur Incroyable Talent, quand je vois tout ce que tu fais, quand je vois ton talent, on se dit mais comment c'est possible en fait de se relever, de se reconstruire. C'est quoi les moteurs? Ce qu'il faut savoir, c'est que ça se fait en plusieurs phases, selon moi. C'est que dès que je suis arrivé à l'hôpital, dès que je suis sorti de mon coma, en fait, j'ai fait un mois à l'hôpital. Dans ce mois-là, ce qui a été bizarre et ce que j'ai appris, c'est selon les médecins, ça s'appelle un déni. C'est que j'étais pas du tout dans cette phase de déprime totale au début ou quoi que ce soit. Je rigolais pour rien. Parce que j'étais dans le déni complet. C'était tellement gros ce qui m'était arrivé que mon cerveau s'est mis en pause pour que mon corps puisse permettre de survivre. C'est qu'après, une fois que ma vie n'était plus en danger, que je suis retourné à mon domicile. Du coup, je suis retourné chez mes parents parce que j'ai pas pu retourner chez moi parce que j'avais perdu la vue. Donc c'était une toute nouvelle étape. C'est là où toutes les émotions sont arrivées en face et j'ai dû apprendre justement à lutter et à trouver des forces et des ressources intérieures pour affronter cette adversité-là. Et notamment, moi, vu que je suis quelqu'un qui est très sportif et que j'ai toujours eu un très grand mental depuis tout petit, je me suis appuyé là-dessus pour me faire du bien au corps, à l'âme et à l'esprit, pour évacuer toute cette tristesse et le chagrin, en fait, toutes les émotions qui passaient par moi, je les expulsais en dehors de moi à travers le sport. Quand on passe un mois dans le coma et après un accident, ça veut dire comment t'as réussi à faire le deuil des personnes que t'avais perdues à ce moment-là? C'est un truc qui m'interroge, et j'imagine que ça a dû être un processus complexe. Je dirais ça s'est fait avec le temps. Rien ne remplace le temps dans tout, hein, pour moi.
Et puis, c'est surtout ne pas se laisser abattre. Après, je pense que j'ai eu aussi des moteurs et des déclics qui m'ont permis de pouvoir affronter tout ça. Après, bien sûr, je suis humain, hein, j'ai souffert énormément. Mais cette souffrance-là, par la suite, m'a créé ma plus grande force et m'a renforcé sur tous les aspects mentaux et la relativité de la vie. Euh, L'alcool au volant, c'est un sujet. C'est un sujet encore plus en province. Alors toi, t'es à côté, tu vis dans la banlieue lyonnaise, on va dire, à Lanty, mais, euh, mais c'est quelque chose en province qui est un vrai sujet. Et il y a beaucoup d'accidents liés à ça, et 85% des handicaps surviennent après la 25e année. Ah oui, Donc, c'est une belle stat quand même ça. voilà, c'est une stat qui est quand même intéressante. Et c'est quoi du coup ton rapport aujourd'hui à ça et est-ce que tu bois encore de l'alcool ou pas? J'ai eu du temps à remettre à boire. Je bois un petit peu d'alcool par modération. J'ai mis quand même du temps à me remettre dedans parce qu'au début, je me suis coupé de tout ça. Mm. Parce que ça a été la cause de mon accident. Après, comme je te disais tout à l'heure, je suis complètement transparent là-dessus. Les fautes sont, voilà, hein, nos fautes, on se les reprend en retour. Et puis, on n'avait pas l'habitude justement de faire ça, mais comme quoi tout peut arriver, une seconde d'inattention lors d'une soirée. Et voilà, ça s'est produit ça. Donc, si je peux passer un message, c'est surtout faites bien attention et prévoyez les choses. Ne vous laissez pas déborder par tout ça parce que ça va très vite et ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais, c'est hyper important le message à passer aux jeunes et aux plus anciens, qu'en une fraction de seconde, tout ça, ça bascule et que la question de l'alcool et de la manière dont on gère les transports, c'est un vrai sujet. Il y a des sensibilisations que tu fais aujourd'hui auprès des jeunes, dans des lycées, dans des... Oui, totalement, à travers mes conférences. Je parle beaucoup de ça aussi parce que je veux pas me cacher derrière ça. C'est une faute que j'ai commise, mais je pars du principe que je préfère voilà, reconnaître ma faute et pouvoir aider les autres à ne pas, pas commettre cette erreur-là. Et puis sinon, j'ai fait des interventions aussi, par exemple, sur des auto-écoles. Ok, trop bien. Donc voilà, je sensibilise les gens par rapport à ça. C'est pas, on va dire, ce que je fais de le plus, hein. Je suis sur d'autres aspects plutôt mental et coaching dans mes conférences. Mais c'est un sujet qu'on évoque assez régulièrement quand même. Bah, en tout cas, je pense qu'au niveau de la direction de la sécurité routière ou ce genre de personnes, on connaît tous les campagnes choc et on a tous vu les campagnes choc de la sécurité routière, mais des témoignages comme le tien sont hyper concrets et font quand même réfléchir parce que bah, malheureusement vous avez payé une addition salée de tout ça, mais en fait c'est quand même ce qui se passe quotidiennement. J'ai pas la stat du nombre d'accidents liés à ça, mais ça et le téléphone portable, je pense qu'on doit être dans les tops sujets sécurité routière. Les accidents de la route, oui, je pense que ça doit être beaucoup quand même. Il y a un truc que tu m'as dit, donc la danse c'est ta vie, c'est en toi, et évidemment on va en parler, il n'y a pas que la danse, mais l'artistique en tout cas a une place importante dans ta vie. Tu m'as dit un des sujets qui t'a aidé à te relever, c'est que tu donnais des cours à des jeunes danseurs, oui. Et qu'il y avait le spectacle de fin d'année en juin, je crois, ou quelque chose comme ça. Exactement, un gala, oui. Un gala, et que toi, ton truc, c'était non, mais de toute façon, faut que je sois là pour eux, il faut que je continue à transmettre, et il faut aller accompagner ces jeunes. Donc il y a une espèce d'altruisme tellement profond, parce que en fait, tout le monde comprend, et tout le monde aurait compris que tu sois pas là, et que voilà. Et toi, non, t'en fais un moteur et t'en fais un levier pour... C'est ça, parce que quand j'étais à l'hôpital, en fait, je donnais des cours un peu de partout dans la région lyonnaise. Et pendant mon accident à l'hôpital, j'ai eu beaucoup de messages, de vidéos, même si je peux pas les voir, mais j'entendais. J'ai eu plein de petits cadeaux, plein de gestes attentionnés de tous mes élèves qui ont été énormément touchés par ça. Et je ne pouvais pas les laisser... parce qu'ils ont perdu leur cours d'un coup dans l'année. Donc ils avaient du coup plus de cours
par semaine. Et je me suis dit que c'est dommage, je peux pas les laisser comme ça non plus, sachant que pendant mes cours, j'insistais beaucoup sur tout ce qui était aspect mental, et, sur la force d'aller accomplir ses rêves et ses objectifs. Donc si moi-même je me relevais pas de ça et leur montrer l'exemple, je trouve que c'est dommage. Donc c'est pour ça que je voulais tenir ma parole, et puis en même temps également, ils m'ont beaucoup aidé, et ça m'a fait une vraie force pour pouvoir établir un premier objectif pour me relever et passer à une nouvelle étape de ma vie. C'est quoi la sensation que tu as la première fois que tu redanses? Toi, alors, de ce que j'ai vu de toi, c'est plutôt du breakdance, hip-hop et tout ça, mais je crois que tu danses. C'était des cours de hip-hop ou de break que tu donnais ou Exactement, Ouais, c'est ok. les cours de break et tout ce qui est acrobatie. C'est quoi la sensation et à quel moment tu te dis tiens attends je vais essayer de refaire des figures que je faisais avant l'accident et le passage du avant-après, comment toi tu le vis? J'y pensais pas du tout au début. En Ok. fait, c'est que quand j'ai pu poser, parce que je suis resté atrophié pendant un moment dans le lit d'hôpital, et dès que j'ai pu reposer un pied en fait par terre, je sais pas, ça a été instinctif. J'ai commencé à me remuscler tout de suite, à faire des squats, marcher le plus possible. Je me suis tout de suite remis dans cet esprit-là. Et puis c'est après, une fois que je suis revenu chez moi, j'étais enfermé dans ma chambre quand j'étais petit, chez mes parents. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas rester enfermé, je vais exploser. Et du coup, j'ai mes amis qui ont été très très proches et très solidaires avec moi, qui m'ont ramené justement dans une salle d'entraînement. Et c'est là où je me suis dit que je vais essayer. Et puis en essayant, en fait, je me suis aperçu que je recommence un peu du début, mais que les choses s'intégraient assez vite. Et puis j'avais besoin pour mon corps aussi de pouvoir me remuscler, me remettre dans une condition en bon état physique pour pouvoir avoir la tête solide et bien les pieds à terre. Donc ça s'est fait comme ça. Les sensations que tu as quand tu danses, euh, la question de la vue, euh, le avant-après, tu dirais que c'est quoi? Enfin, est-ce que dans la danse, c'était hyper important et tu as l'impression que oui, tu arrives à refaire des choses, mais le niveau, t'atteindras pas ton niveau d'avant? Ou est-ce que à l'inverse, le fait d'avoir perdu la vue te fait te concentrer sur d'autres sensations qui font que tu atteins des performances ou une concentration différente de ce que tu avais avant? C'est un aspect complètement différent. C'est vrai que je travaille différemment. C'est vrai que l'audition, tout ce qui est touché, ça me fait... En fait, je trouve que le fait de continuer à danser, ça me fait développer mes sens. Et je trouve ça formidable. Après, c'est sûr qu'avant, j'avais quand même un gros niveau. J'ai pu récupérer, on va dire, peut-être 80% de mon niveau, pas totalement à 100%. Mais j'ai récupéré une très bonne partie. Par contre, ça m'a permis de m'améliorer sur plein d'autres choses, sur cet aspect de ce sport. Ouais. Comment on passe de ça à se dire je vais faire un incroyable talent? Est-ce que c'est toi qui as fait cette démarche? Comment ça s'est passé? Comment à un moment tu te retrouves sur un prime Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Incroyable Talent, c'était de l'un de mes objectifs déjà d'avant, quand j'avais la vue. Ok. Avec mon ami décédé, c'était l'un de nos rêves qu'on voulait faire, parce que c'est une émission assez phare, en fait, qu'on a toujours suivie, et puis Ouais, c'est complètement incroyable. on aimait beaucoup ça, et en fait, ça s'est fait après mon accident. Pour mon ami qui était décédé, je me suis dit que ça aurait été un bon hommage pour lui, sachant que ça s'est fait naturellement, parce qu'en fait, c'est Incroyable Talent qui sont venus me chercher suite à travers une compétition en Suisse que j'ai pu faire après mon accident. En fait, j'ai eu mon accident en 2019. Ok. Je suis remonté sur une scène internationale en novembre. Donc c'était quoi, 10 mois après mon accident. Ok. Et c'est suite au spectacle qu'on a présenté où Incroyable Talent a vu cette vidéo et nous a contactés par la suite. Le spectacle que tu présentes à ce moment-là, c'est celui que tu fais sur scène à un incroyable talent ou pas du tout? Si, exactement, c'est ça. celui-là. Oui. Je vous invite à voir, on mettra le lien dans la description si vous ne l'avez pas déjà vu à la télé. C'est assez incroyable le show qui est proposé. Quand tu arrives sur une scène internationale et que tu es Alan, le mec qui a un gros niveau à l'international en break, et que tu redémarres en ayant perdu la vue, c'est quoi
C'est quoi les sensations et ce monde de la danse et du break, il s'est comporté comment face à ça? Juste déjà remettre les pieds sur une scène alors que j'avais mis ma vie entre parenthèses suite à cet accident, ça a été quelque chose d'incroyable. Et ressentir toute l'atmosphère et la foule. Et puis on va dire que j'étais aussi très impatient de montrer en fait, parce que un, un danseur dans ce que je fais aveugle, je connais pas. Donc pour moi c'était vraiment une petite bombe que j'allais lâcher à tout le monde et j'étais impatient de montrer ça. Et j'ai travaillé très fort cette année-là pour pouvoir justement arriver à ça. Cette année, si je dis, enfin l'année dernière aux Jeux Olympiques et Paralympiques, le break est devenu un sport olympique. Oui. T'en penses quoi? Et est-ce que du coup toi tu danses dans une catégorie euh, standard, ou est-ce que t'es paradanseur ou est-ce que t'es danseur? Ce qui, dans notre discipline en fait, nous il n'y a pas de paralympique. Ok. Parce qu'en fait, on peut affronter des enfants face à des adultes, des filles face à des hommes. Nous, il n'y a pas du tout de catégorie. Vous êtes les plus inclusifs en fait. Voilà, totalement. On est tous mélangés. Et du coup, on m'a fait beaucoup intervenir sur des conférences à Paris pour mettre justement ça en place avec les JO. Et du coup, c'est pour ça que pour le moment, sur la première fois qu'il y a eu les JO l'année dernière, il n'y a pas eu de catégorie. Mais ils n'ont pas encore inclus, par exemple, les enfants avec les adultes, les handicapés avec les valides. Mais je pense que ça viendra par la suite. Et t'en as pensé quoi de ces jeux sur ton sport? Bah déjà, je suis très content que notre sport, notre discipline soit reconnue aux Jeux Olympiques. C'est une avancée formidable. Parce que ça, il faut savoir que ça part d'une danse de rue de base. Eh ben, Et que ça finit dans les Jeux Olympiques, c'est incroyable. Et puis je pense que c'est la première année, donc il y a beaucoup de choses à développer. Et sachant que la communauté dans ma discipline se développe énormément de partout à l'international. Et toi, l'accès à ce sport qui est très visuel, comment tu le vis? Est-ce que ça a été audio décrit? Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à avoir accès facilement aux compétitions? Est-ce que c'est tes potes qui te décrivent les scènes? Enfin, en gros, comment tu appréhendes les battles et tout ça? Oui, c'est plutôt mes amis qui décrivent. C'est vrai que, par exemple, à la télé, il n'y avait pas eu encore l'audio description, pardon. Ouais. Donc c'est plutôt mes amis qui me décrivaient. Après, comme dans tout sport, en fait, il y a un jargon et un langage. Donc du coup, ils arrivaient bien à me décrire facilement. J'arrivais facilement à visualiser les prestations de chacun. Ok. C'est Red Bull le gros faiseur Oui. sur ce. Et eux, ils t'ont contacté. Il y a des choses qui sont en cours, des collabs ou des trucs comme ça pour augmenter et amplifier la visibilité sur ton parcours. Alors moi non, Red Bull ne m'ont pas contacté. Ok. Red Bull, c'est vraiment la première grosse filière qui a intégré le breakdance, qui ont créé les premières grosses compétitions mondiales. Ouais. Mais non, j'ai pas été contacté par Red Bull. Ah, mais là, il y a un truc à faire, là, je pense. Complètement, et peut-être que ça viendra par la suite. Je t'en parlais, on a des contacts là-bas. On a fait pour les jeux, on avait soutenu et on a participé. Enfin, quand je dis on, je vais remettre à César ce qui appartient à César. Lise Wagner et Jean-Charles Cotte d'Okinéa ont participé à une traversée de la France en tandem. Donc en gros, ils ont rejoint Lyon à Paris en tandem avec 60 ou 80 tandems sur lequel il y avait une personne déficiente visuelle et un voyant. Et ils ont fait Lyon-Paris avant les Jeux. Et on a été sponsor par Red Bull, l'équipe Okinéa, sur ce challenge-là. Et c'est le Tandem Club rhodanien qui avait initié ça. C'est des gens extraordinaires. Je sais pas si tu as déjà fait du tandem. Si, c'est génial le tandem. J'ai découvert ça en fait avec ma compagne actuelle. En vacances, en fait, on s'est loué un tandem et on a fait toute l'île d'Oléron en tandem. Trop et bien. c'est génial et c'est très...
Ça marche beaucoup à la confiance parce que moi je suis derrière, je pédale et c'est ma compagne qui conduit. Elle pédale pas en fait, elle te guide. C'est ça. Si. Et puis c'est vraiment de la synchronicité à avoir parce qu'au début on rigolait parce que c'est pas facile à prendre le rythme. Alors ça, vous deux et le siège bébé derrière. On va mettre une petite remarque, et bah là c'est ça. Bah, alors pour le coup, on a un tandem Okinea, aux couleurs d'Okinea. Et donc, si vous voulez, on pourra vous le prêter avec grand plaisir. Ah, complètement. Et le tandem club rhodanien, c'est des gens qu'il faut aider. J'en profite pour faire passer un message là-dessus, c'est que quand on fait du sport et qu'on a besoin, et qu'on est déficient visuel, on a besoin d'un accompagnant. Et très souvent, on galère un peu à trouver les accompagnants parce que il faut avoir la bonne date, le bon rythme. Donc les assos se mobilisent beaucoup là-dessus. Mais tous ceux qui ont envie de pratiquer du sport et d'accompagner des personnes déficientes visuelles dans la pratique du sport, il y a un énorme besoin partout en France. Oui. Et je pense que pour le coup, c'est quelque chose d'assez incroyable à vivre quand on connaît pas non plus les questions de handicap et que ça nous intéresse. C'est vrai que je reviens sur ce que tu dis. Par exemple, moi qui fais de la course à pied, je cours des fois aussi avec mon frère. Ouais. Avec un élastique, mais c'est vrai que du coup je suis un peu dépendant dans ma situation un peu de tout le monde pour faire du sport, par exemple pour courir je peux pas courir tout seul, c'est beaucoup trop compliqué. Ouais. Le vélo je peux pas en faire tout seul, donc il y a pas mal de disciplines en fait, on a besoin d'être accompagné, donc et encore je trouve que ça s'est beaucoup développé et si ça peut continuer ça serait super. C'était quoi ton rapport au handicap avant l'accident? Est-ce que c'était quelque chose, comme tout le monde t'en avais conscience, mais est-ce que tu avais un lien particulier à ça, et est-ce que le handicap c'était le fauteuil roulant et basta, ou est-ce que tu avais déjà croisé une personne déficiente visuelle avant? C'était un milieu que je connaissais pas beaucoup, parce que non, j'ai pas de personnes handicapées au sein de mon entourage. J'ai déjà croisé des personnes déficientes visuelles, mais j'en prêtais pas forcément très attention en fait, donc du coup ça m'a vraiment fait rentrer dans ce monde du handicap où j'ai dû découvrir tout de zéro, quoi. Et comment on apprend, comment on devient une personne en situation de handicap? C'est quoi ton regard, ton ressenti par rapport à tout ça? J'ai découvert au fur et à mesure que c'était un monde très enrichissant en fait. C'est là où j'ai aussi remarqué que beaucoup de personnes handicapées ont un mental, mais si tout le monde pouvait avoir des mentals comme ça serait incroyable. Et puis je découvre petit à petit, même là pour moi je suis un éternel étudiant là-dessus, je découvre au fur et à mesure. Donc voilà. C'est quoi les frustrations que tu as eues tout de suite, des trucs que tu faisais avant, que tu fais plus ou que tu dois faire différemment? C'est quoi les sujets qui t'ont... ou qui te saoulent encore d'ailleurs Je dirais que ça serait plutôt sur des gestes quotidiens de la vie. Au début, par exemple, j'étais quelqu'un qui bougeait énormément, j'étais toujours en action. Et de passer de ça à du coup rester, se poser, sans avoir beaucoup d'autonomie. Par exemple, si j'avais besoin de hurler dehors et tout, au début je pouvais pas, donc c'était horrible. Si je voulais marcher, prendre l'air, j'avais pas de canne au début, donc c'était impossible pour moi. Okay. Et puis après, des petites choses que j'aimais bien, par exemple, conduire avec de la musique ou plein de petites choses comme ça, en fait, j'aimais beaucoup lire aussi. J'aimais aussi la console, la télé, mais du coup, maintenant, la télé, je regarde la télé et j'ai appris à découvrir différemment. Mais c'est tous ces petits gestes-là, en fait, au début, qui étaient très frustrants. Après, du coup, c'est pour ça que petit à petit, j'ai trouvé des solutions pour pallier à tout ça. Par exemple, j'écoute énormément de livres audio maintenant. Ouais. C'est quoi, c'est Audible ou ce genre de choses, les bonnes applis pour écouter des livres audio? Oui, complètement. Ouais. Et c'est cool, la sensation que tu as, la manière dont c'est fait, tu t'en penses quoi? Oui, et puis je trouve que, par exemple, même dans le milieu du podcast ou dans les livres audio, ça s'est énormément développé, et puis c'est très agréable et je suis très friand de tout ça. C'est quoi la plus belle surprise que tu as eue là-dessus? C'est quoi le bouquin où tu te dis waouh, ça c'est trop bien fait? Parce que il y a une vraie question autour de l'audio-description. Alors là, c'est un peu technique, ça va pas comme ça, mais il y a deux grandes familles, on va dire, j'ai l'impression, qui se confrontent. C'est ceux qui disent non, moi je veux quelque chose de très neutre, et donc en fait il faut quelque chose de très neutre dans la manière d'audio d'écrire, et c'est à moi de m'imaginer les choses. Et puis il y a
l'autre famille qui consiste à dire je veux des intonations, je veux des effets sonores, je veux des choses qui vont beaucoup plus loin pour vivre l'expérience. Est-ce que toi, tu as un avis sur l'un ou l'autre, et c'est quoi la plus belle surprise que tu as eue, ou le truc que tu kiffes, le livre que tu kiffes, ou le film audio description où tu t'es dit waouh, la pièce de théâtre, j'en sais rien, l'endroit où tu as pris le plus de plaisir? C'est vrai que depuis tout petit, je suis un grand lecteur en fait. Je suis très fan de la culture japonaise, Ok. donc notamment ce qui est manga. Et puis c'est vrai que le fait que des personnes en fait reprennent par exemple les chapitres des livres que je lisais, Mm. et ben ça a été pour moi ça a été une très grande victoire et puis j'ai été très heureux parce que couper des choses que je faisais au quotidien, c'était assez horrible. Et puis après, maintenant, c'est vrai que je lis beaucoup de livres sur plein de sujets variés. Ça peut être sur la société, ça peut être par exemple sur de l'investissement, ça peut être sur des choses complètement diverses. Et, euh, et puis c'est vrai que pouvoir continuer la lecture, c'est quelque chose de très important pour moi. Et grâce à ces outils-là, je peux le continuer, donc c'est formidable. Trop cool. T'as vu qu'Orelsan sort, là, sorti en salle mercredi, son, son nouveau film manga. J'espère qu'il a fait une belle audio description là-dessus. Oui, oui, il fait un manga qui s'appelle One Punch Man. En fait, il fait Ouais. la voix audio. Ouais. Et ça se démocratise beaucoup quand même toute la culture japonaise en France, je trouve, Ouais, carrément. ces dernières années. Et là, non, mais là, il vient de sortir un nouveau film surtout. Aurel, là, il a sorti un film mercredi et en salle. Et sur la vie, ils ont repris un peu le concept de qu'il avait monté avec Gringe là sur. Ah oui, d'accord. Et du coup, il sort un film et je sais pas les audio descriptions en salle, je sais pas ce qu'ils ont prévu. Ce qui est sûr, c'est que c'est Scred qui a fait la bande son, donc ça sera incroyable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'audio-description, je ne la pratique pas du tout. Je ne D'accord. l'écoute pas parce Ok. que, par exemple, la première fois que j'ai regardé un audio-description avec ma compagne, on a rigolé parce que c'est impossible de suivre un film. Parce que quand on regarde un film, tout est décrit de trop millimétré. Il prend une cuillère, il va là-bas. Et en fait, du coup, on décroche du film, je trouve. Ok. Je préfère me faire mes idées mentales tout seul, à Ok. visualiser les images. Et ce qui est incroyable, c'est que le scénario, j'arrive à le suivre super bien, quoi. Ok, donc toi, tu utilises pas l'audio description pour regarder un film. Non, et puis je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, enfin là je parle dans mon cas, mais je sais pas vraiment, mais je pense que pas beaucoup de monde utilise vraiment l'audio-description. Je pense que c'est très lié à au moment où tu es devenu déficient visuel. C'est-à-dire que je pense que si tu es... Là, je vais dans un terrain, on verra les commentaires. Mais si tu es né déficient visuel, ou si tu as été déficient visuel très jeune et que tu as été formé à travers l'audio-description, à travers tous ces outils-là, je pense que tu les utilises. Et quand tu deviens déficient visuel, passé un certain âge et tu as eu déjà beaucoup d'habitudes d'accès aux médias, à tout ça, et ben peut-être que c'est plus compliqué d'accéder Mm. à ces outils, parce que c'est des questions de formation, d'habitude et autres. Parce que pour le coup, ça sera intéressant, on pourra créer un échange avec... Parce que c'est vrai que c'est deux visions complètement différentes. Ah bah oui. J'ai rencontré par exemple des déficients visuels de naissance. Eux, justement, par exemple, des fois on parlait même des sujets tout bêtes, mais je lui demandais, est-ce que toi tu vois noir devant les yeux? Mais il ne sait pas décrire le noir. Parce qu'il n'a jamais Ouais. vu en fait, il ne connaît pas les couleurs. Bien sûr. Et sur plein d'accès comme ça, je pense que vu qu'eux, ils ont été, comme tu le dis, depuis tout petit, en fait, ils ont eu les écoles spécialisées, ils ont appris à vivre comme ça depuis tout petit. Mais c'est vrai que quand on a la vue, j'ai quand même tendance, j'ai eu cette chance-là quand même, donc je peux me référencer ou quand on me parle d'une voiture ou d'une couleur, n'importe, je peux mettre l'image en fait dans ma tête. Il y a des images mentales que tu perds. Tu as des sensations de ah putain, tel truc, je me souviens plus trop. Ou est-ce que tu gardes tout quand tu rêves? Tu rêves en voyant, quoi. Alors ça, c'est assez incroyable. On va dire que non, tous les objets, tout ça, oui. Il y a peut-être après des visages Mm. que des personnes que je voyais pas forcément fréquemment qui s'effacent un peu. Sinon, pour mes rêves, ce qu'il faut savoir, c'est que je rêve en couleur. Ok. Et ce que je trouve vraiment dingue, c'est que quand la couleur commence à revenir dans mes yeux, là, je sais que je suis en train de m'endormir et que je suis en train de rentrer dans mon rêve. Waouh. Ah, c'est ouf ça. Donc au début, c'est très perturbant parce que je n'arrivais pas à dissocier
de c'était quoi la vraie vie, quoi. Est-ce que quand je dors, en fait, c'est la vraie vie, ou quand je rouvre les yeux, je vois plus rien? Est-ce que je suis encore dans le coma? Au début, ça a été très perturbant. T'as les nerfs optiques qui ont été sectionnés, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, toi, tu vois tout noir. C'est ça. J'ai un voile noir devant les yeux. Ah ouais, non, Et j'ai eu le nerf optique à droite, en fait, est sectionné. Et à gauche, les médecins me disent qu'il c'est distendu. Il est toujours accroché, mais le petit courant électrique, en fait, ne passe plus. tout ce qu'on voit sur la médecine, là encore la semaine dernière, il y a eu une grande annonce avec un jeune homme qui a retrouvé la vue grâce à une chirurgie sur la base d'une dent. Tous ces sujets-là, tu les regardes avec attention, tu nourris un espoir. C'est quoi ta vision de cette médecine qui avance tous les jours à grands pas, des hôpitaux comme le 15-20, des chercheurs qui font un travail remarquable, et pour le coup la France est très motrice là-dedans. Complètement. On est très très en avance. On a donc l'hôpital des 15-20 en France qui est spécialisé dans la recherche et dans l'accompagnement autour des déficiences visuelles, qui est à la pointe dans le monde. C'est quoi ton... Je garde ça d'un Rapport côté à de ça. ma tête. Je regarde quand même les actualités. Puis de toute façon, j'ai toujours mon entourage, ma compagne, ma famille, mes amis. À chaque fois qu'ils voient quelque chose apparaître sur les réseaux sociaux, ils m'envoient tout de suite le lien. Je garde ça dans un coin de ma tête parce que quand je suis, par exemple, tu me parles du 15-20, le 15-20, je suis allé à Paris justement dans ce centre de recherche où ils m'ont référencé. Si un jour il y a une nouvelle médecine avancée pour pouvoir guérir mes yeux, ils me feront intervenir. Mais de ce côté-là, je garde toujours un espoir. Je trouve que c'est très important de garder toujours un espoir. Et puis j'apprends à vivre sans la vue dans tous les cas. Ça ne m'arrête pas non plus. Mais c'est vrai que les avancées, je trouve, vont de plus en plus vite. Et quand j'étais au centre de recherche, quand j'ai parlé au médecin, je lui ai dit d'être transparent et de me dire honnêtement les choses. Et il m'a dit que pour eux, selon lui, à moyen terme, donc pour eux, moyen terme, c'est 10-20 ans, il y allait avoir des solutions pour pouvoir justement guérir ma pathologie. Enfin, c'est pas une pathologie, parce que c'est pas... Guérir cette section. Exactement. T'as peur d'oublier des visages, des objets, des choses, des couleurs Est-ce que c'est un truc que tu conscientises? Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur avec le fait de perdre la vue? Non. Non. Non, sincèrement, non, j'ai pas peur. Par contre, c'est sûr que j'aurais une envie formidable de revoir les visages. Ouais. Après, de ce côté-là, non, j'ai pas de peur. Justement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais petit, en fait, ma plus grande phobie, c'était le noir. Et en fait, j'ai dû, à travers cet accident, j'ai dû traverser ma plus grande peur. Et ça fait bizarre, mais ça m'a un peu détruit toutes mes autres peurs par rapport à ça, quoi. Quand t'es rentré, comment la famille ça a été géré? Tu m'as dit que t'avais un frère avec qui tu cours? J'ai 2 grands frères, oui. 2 grands frères. Comment ça s'est géré justement ce retour à la maison, les adaptations Enfin, j'imagine qu'on passe par plein de phases, mais du coup, est-ce que le sujet est ok, ou est-ce qu'on n'en parle pas trop? Est-ce que c'est un truc plutôt ça se vanne et tes frères ils te vannent en bon frangin, ou tu vois, comment ça se passe tout ça? Au début, ça a été très compliqué. Sachant que je suis le dernier d'une petite fratrie, donc on va dire que je suis un peu le petit protégé, mais très très dur au début. Et puis ce que je trouve qui a été très dur, c'est que si je me laissais aller, je voyais que j'emportais tout le monde avec moi. Et ça, c'est horrible parce que j'avais un poids sur mes épaules qui était immense, parce que du moment que j'allais pas bien, toute ma famille n'allait pas bien, et si j'allais bien, eux allaient bien. Okay. Donc il y avait cet effet un peu dur à contrôler au début. Après, maintenant, avec les années, les choses se sont beaucoup plus tassées. Mais je pense qu'encore pour mes frères, ça reste un sujet un petit peu sensible, Okay. mais beaucoup moins qu'avant. Et je pense que le temps fait les choses. Tes tontons Oui. Ouais. Enfin, tu dois être le tonton cool, non? Ça va. T'apprends à danser. Tu leur apprends à danser à tous tes... Non, et puis je participe à toutes les activités que je peux faire avec eux, je le fais. Par exemple, je fais du foot, je me mets dans les cages ou des choses, parce qu'en fait, j'utilise tout ce que je peux pour travailler mes sens. Et j'utilise n'importe quel support, n'importe quel sport, ou tout ce que je peux mettre en place justement pour développer un peu tous mes autres sens. Pour moi, c'est une vraie XP à travailler dedans.
Ça t'a fait quoi la première fois? T'es brailliste ou pas? Tu lis le braille? Non, pas du tout. Ça t'a fait quoi la première fois que t'as touché quelque chose? Je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de toucher une maquette tactile ou des choses comme ça. Oui. C'est quoi que t'as ressenti là-dedans? Comment t'as appréhendé tout ce nouvel univers qui passe à travers les doigts? Petit à petit, au début, je ressentais comme si j'avais la vue en fait, mais moi je l'avais pas. Mais petit à petit, en fait, mon toucher s'est beaucoup plus affiné. Et, on va dire, par exemple, si je touche une table, je touche pas simplement une table. Je sais le grain qu'il y a, je sais si ça va être du bois, du métal. Je vais ressentir un peu des choses un petit peu plus subtiles que les voyants. Comment la question de la mobilité, c'est un sujet hyper important. Notamment quand on est déficient visuel, on est hyper dépendant des autres, et du coup dans les autres, dans la mobilité, c'est les transports en commun, c'est l'accessibilité dans les collectivités. Tu utilises toi les aides techniques type télécommande, feu sonore, balise sonore, toutes ces choses-là, ou pas du tout? Dans les villes, oui, j'ai découvert ça. J'ai découvert les feux sonores que je connaissais pas du tout avant. Ok. Du coup, je les utilise quand je suis seul. Mais sinon, je suis quand même essentiellement beaucoup accompagné. Okay. Sur la mobilité, je ne suis pas encore totalement indépendant. J'ai encore beaucoup besoin d'aide dessus. Ça fait que 6 ans. Par exemple, quand je discutais avec d'autres personnes, ils me disaient que moi, ça m'avait pris 15 ans pour être complètement indépendant. Okay. Donc petit à petit, après, c'est vrai que maintenant, on a la chance d'avoir des outils qui nous aident énormément, comme les feux sonores ou les bandes podotactiles, tout ce qui est mis en place. Ou par exemple, sur maintenant, quand je vais à Paris, parce que je voyage beaucoup aussi, je prends pas mal de TGV. Ouais. J'ai découvert les bandes en fait au sol qui nous permettent de nous guider. Du coup maintenant à chaque fois que je prends le TGV ou quoi que ce soit, j'utilise ça pour me repérer. J'essaie d'être le plus autonome possible, de pas trop me faire assister. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, je me fais quand même beaucoup aider. Tu utilises assistant gare, donc en gros, quand on est une personne en situation de handicap et qu'on prend le train, on a une possibilité d'assistance de la SNCF. Je dis ça pour nos auditeurs et auditrices qui ne sont pas concernés et qui ne connaissent pas ce système-là. Tu arrives 30 minutes avant ton train en gare et du coup, tu es accompagné jusqu'au train. C'est des systèmes que tu utilises, toi? Je ne l'utilise pas personnellement parce que je suis toujours accompagné, mais après, je pense qu'à un moment je devrais l'utiliser. Non mais ok, ça veut dire qu'en gros, aide technique plus accompagnement et autres, ça te suffit pour aller prendre ton train. Hyper intéressant ça. Quand on est déficient visuel, le train, le bus, le métro, le tramway, ça reste ce qui nous permet de voyager. J'ai eu l'occasion d'interviewer pas mal de monde ici, et notamment Jean-Pierre Brouillot qui a fait le tour du monde à pied en étant avec de naissance. Enfin, très jeune, parce qu'en fait, adolescent, il a perdu la vue. Et il a fait beaucoup de trajets, et il m'avait dit ça, il m'avait dit en fait, le train, c'était mon seul moyen de voyager vraiment loin en étant déficient visuel. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point dans la mobilité, le fait de ne pas pouvoir avoir de spontanéité, c'est un gros sujet. Oui, c'est un gros frein, oui. Tu reprends donc la danse, carrière artistique. Alors aujourd'hui, tu es acteur, danseur. C'est quoi ton quotidien d'un point de vue arty? Est-ce que tu pars en tournée sur la danse? Tu m'as parlé d'une série que tu es en train c'est ça. de lancer. C'est quoi un peu toutes tes activités? Maintenant, je suis papa aussi à plein temps, donc ça fait pas mal de choses. Mais sinon, je fais du temps plein et du long terme. C'est ça. Sinon, je fais beaucoup de conférences. Okay. On m'appelle beaucoup, par exemple, pour des podcasts ou des entreprises, des associations, clubs sportifs, où j'interviens justement à l'aide d'un court-métrage mon ami a créé, qui lui est comédien, en fait, m'a créé un court-métrage. Et du coup, c'est mon support pour, quand j'arrive aux conférences, montrer un parcours de vie et comment arriver à accomplir un objectif qui, pour moi, je prends Incroyable Talent comme objectif parce que c'était l'un de mes objectifs avant que j'ai perdu la vue et je l'ai réalisé après. Donc, comment arriver à toucher du doigt son objectif. Et puis, sinon, je danse toujours. Un peu moins quand même maintenant. Parce que je me consacre un peu plus sur d'autres choses aussi, sur les conférences. Mais également, on est à la création d'une série... pareil sur mon accident en tram principal, mais après c'est avec cette série aussi qu'on porte sur la vie de mes amis, qui en fait on est un petit groupe de 4, dont mon ami est décédé aussi.
on est un groupe, en fait, on voyageait, on partait dans le monde entier faire des spectacles. Ok. Et du coup, on reprend toute cette trame-là. Et on a fait un crowdfunding pour réaliser un épisode pilote. On a réalisé l'épisode pilote et puis maintenant, on cherche un diffuseur avec des investisseurs pour... Et ça s'appelle comment? La série s'appelle Relève-toi. Ok. Et du coup, suite à ça, en fait, on a créé aussi une association qui s'appelle Blenheim Brothers, où là, justement, on fait de l'accompagnement, des initiations de danse sans la vue. Et puis, on va dans les écoles, faire de la prévention et mobiliser un peu, et avertir un peu le monde sur l'aspect handicap. Trop bien. Donc ça veut dire que là, aujourd'hui, tu as créé plein de contenus et une envie de continuer à utiliser ton histoire et votre histoire, parce que en fait, tout ça, c'est une histoire d'amis, d'amitié forte, C'est ça. de passionnés, et avec un objectif de créer une série. Et donc là, vous êtes dans la recherche plutôt diffuseur, investisseur pour déployer ça. Oui, c'est ça. On a réalisé tout ce qui s'appelle l'épisode pilote. Et puis maintenant, on est en communication avec tout notre parcours artistique. En fait, mon ami est comédien. Il a joué dans plusieurs séries et tout. En fait, on a mis toutes nos disciplines pour construire cette série-là, qui est l'un de nos gros objectifs par la suite. Et puis, Ça parle breakdance et tout ça ou pas spécialement? on va dire que c'est une série sociale. Oui, il y aura de la danse dedans, mais pas que. Il y aura aussi l'aspect de l'amitié, de la résilience, de l'accident. Trop bien. Donc on essaie de mettre tout ça en avant. Trop bien. Moi j'ai hâte. Il faut que tu m'envoies absolument cet épisode pilote et puis on va essayer de faire ce qu'il faut pour te connecter avec plein de Complètement. beaux mondes. J'ai une petite bande-annonce que je pourrais te montrer après. Ouais, trop bien. Trop cool. Bah, si on a le droit de publier ça, on mettra les liens dans l'épisode. Et puis sinon, on l'enverra à ceux qui sont intéressés. Et je vois bien dans tout ce milieu-là, plein de gens qui seront friands de ça. Pour moi, quand tu me dis danse, on est quasiment de la même génération. Moi, il y a un film qui nous a marqué quand on était jeunes, c'est Save the Last Dance. Je pense que ça a été, tu vois, le premier film qui a parlé de break et autres version grand public. Et il y a une série Netflix qui est sortie avec des Français il n'y a pas très longtemps aussi, il y a 2 ans, 2 ou 3 ans sur la danse. Ça, par contre, J'ai perdu le nom, je te retrouverai. Ouais. Et je me souviens bien, j'avais croisé l'acteur qui était très cool. Et à Lyon, on a les Pokémon Crew. Je sais pas si c'est encore eux les stars du break, mais il me semble que. Il y a des références, bien sûr. Par exemple, les grosses refs, une personne qui s'appelle Lilou, qui est double champion du monde, financé, sponsorisé par Red Bull. Ouais. Bah, j'ai été encore avec lui la semaine dernière. Je l'ai croisé dans le TGV. Il me fait intervenir, par exemple, sur ces événements comme Héros des Hostos. Trop bien. Donc, Mais il faut aller chercher Red Bull là-dessus avec une petite collab Red Bull Netflix ou Amazon. Moi, je pense qu'il y a. c'est ça. il y a Bah, là, trop à je suis en discussion avec Gallimard. Ok. Parce que j'édite aussi. J'ai créé aussi un ouvrage. Ok. Pareil, et je cherche un éditeur. Et du coup, pour le moment, je discute avec les éditions Gallimard. Trop bien. Et donc, c'est une vie complète de production de contenu et de. On va dire que j'utilise en fait cet accident et on va dire ma résilience pour support pour travailler par la suite, parce que c'est vrai que travailler dans le monde du handicap aussi, c'est en déficience visuelle, c'est pas été facile. Par exemple, j'ai eu des retours horribles dessus quand j'étais un jour après mon accident, quand on m'a appelé, j'avais un rendez-vous à Pôle emploi à faire, et la personne que j'ai vue, horrible, elle m'a découragé de tout ça. Donc c'est pour ça que j'avais toujours un peu cet aspect d'être autonome, libre, être entrepreneur aussi. C'est pour ça que j'ai voulu me créer moi-même ma source de travail, du moins. C'est important ce que tu dis. Et je te mettrai en lien avec plein de personnes qui poussent ce message-là. En fait, une info et une stat, je sais pas si tu l'as, 50% des personnes déficientes visuelles en France sont au chômage. Non, ça m'étonne pas. 50%, c'est énorme. Et en gros, quand tu es déficient visuel, avant études, on va dire, il y a l'IFM-KDV, donc l'Institut de formation des masseurs et kinésithérapeutes déficients visuels, qui a fait beaucoup de choses et qui a beaucoup œuvré là-dessus.
mais c'est quasiment la seule formation diplômante qui est vraiment pris en compte à la déficience visuelle. Et il y a un espèce de message dans cette communauté-là qui passe. C'est bon, bah en gros, quand t'es DV, t'as le droit d'être aveugle, t'as le droit d'être kiné ou au chômage. Hein, parce qu'en fait, c'est hyper mal structuré. Pas tellement la volonté, mais plutôt toutes les filières ont beaucoup de mal à comprendre comment on rend accessible, comment on traite ce sujet-là. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un reportage sur un jeune étudiant qui est à la Sorbonne. Je veux dire, on n'est pas non plus, tu vois, chez Oui. la foire à la saucisse, quoi. C'est à la Sorbonne. Et il est suivi toute la journée sur la question de l'accessibilité. Mais c'est hallucinant à quel point il faut avoir vraiment envie pour étudier, faire des études supérieures. Il y a une asso 100% en dynamique qui aide beaucoup à ça. Mais c'est vrai que ça paraît fou. Et tu vois, la question de la résilience. C'est un milieu, il y a c'est un milieu très enrichissant, il y a beaucoup à progresser dedans. Donc ça laisse des grandes portes ouvertes aussi, je pense, pour ceux qui travaillent dedans. Bah ouais, et puis il faut montrer l'exemple, montrer que c'est possible. Et puis après, aider à structurer avec des solutions. Parce que, en fait... une personne en situation de handicap doit obligatoirement être résiliente et finit par entreprendre parce que au final pas grand chose est adapté. On n'a pas le choix, oui, ça, complètement. Et ça, c'est des trucs qu'on adresse. Là, on est en train de créer un mouvement qui s'appelle Je ne suis pas handicap, qui va permettre de rapprocher les personnes en situation de handicap de l'emploi. Et on part sur un tour de France qu'on annoncera le 3 décembre, qui va correspondre à peu près, je pense, à la sortie de cet épisode. Donc voilà, ça sera une bonne exclue. Et à côté de ça, moi je participe à une association qui s'appelle Ensemble & Co, qui a été montée par Tiffany Mazar et Caroline Fruchot, qui étaient venues d'ailleurs sur Atypique, les deux. Je crois que ça me parle, cette association. Et ben, je pense que tu auras toute ta place. Je vais faire, je soumettrai ta candidature parce que justement, c'est montrer que bah ouais, c'est possible. Oui, c'est un truc de jeune, et c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'a pas de talent ou de capacité. Et donc, faisons ensemble la différence. C'est ça un peu le gimmick. C'est vrai qu'il manque beaucoup d'informations. Par exemple, on connaît tous, voilà, t'es aveugle, t'es un kiné. Alors qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qu'on peut exercer ou quelles sont les possibilités d'un travail, quoi. On est complètement d'accord. Alors on a un petit gimmick dans Atypique, c'est que l'invité d'avant t'a posé une question et tu poseras une question à l'invité d'après. D'accord. Alors notre invité d'avant, c'était Alban Tessier. Alban t'a posé cette question. Est-ce que tu as un autre mot pour ne pas dire société inclusive et comment aborder les choses différemment? C'est une double question. Il me pose une petite colle, Alban, là. Bah, je sais pas, je pense que je dirais une société mixte. Société mixte. Très bien, c'est ta réponse. Et puis, du coup, c'était quoi après sa question? Et comment aborder les choses différemment? Comment on rentre pas, en fait, et sous-entendu, je pense, comment on rentre pas toujours dans un système social aidant et comment on fait pour parler du handicap différemment? Alors là, je vais pas être... je vais être sans filtre. Pour moi, à l'heure actuelle, je trouve qu'il y a beaucoup trop de tabous, beaucoup trop de censure. Et c'est ça le réel problème. On peut pas parler librement, sans se dire... il y a toujours quelque chose, en fait. Il faut un peu casser ces codes-là, parce que, par exemple, je parle pour moi personnellement, qui n'ai pas la vue, je n'ai plus du tout de filtre. Mais ça ne pose pas de problème. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup trop de censure, donc c'est très difficile. Chaque mot, il faut faire attention à chaque mot, chaque geste, tout est mal interprété. Il faudrait bander les yeux un peu à tout le monde et leur dire, écoutez, arrêtez d'être dans tout ça, quoi. Ça serait une bonne idée, ça. Faire des réunions les yeux bandés. Il y a peut-être un truc à faire sur des réunions les yeux bandés pour justement s'empêcher. Il y a des gens qui font ça à grande échelle, c'est les restaurants dans le noir. Pour le coup, eux font un boulot remarquable, et c'est vrai que toutes les personnes non déficientes visuelles qui vont manger une fois dans le noir vivent une expérience... Ça, je le pratique déjà dans mes initiations.
quand je vais dans les entreprises ou même dans les clubs et tout, je leur bande les yeux et je leur fais travailler leur communication, les yeux bandés. Je trouve que c'est très important parce qu'on ne se focalise pas sur la gestuelle de l'autre personne ou En fait, tout de suite, quand on ne voit pas, c'est tout de suite plus facile de communiquer avec les autres, je trouve. Ah, mais c'est une trop bonne idée. Je pense que je vais proposer ça à mes associés sur le prochain conseil de surveillance ou un truc comme ça. Je vais leur dire, tenez, venez, on va faire une réunion les yeux bandés. Je pense qu'ils vont adorer. Alors, avant que tu poses ta question à l'invité d'après, vu que tu es sans filtre, oui. Eh ben on va parler amour. Et pour ça, avec grand plaisir, je propose à Camille qui est venue avec toi de nous rejoindre parce que tu es venu accompagner. Donc on s'est dit que ça pouvait être bien de parler de ça. Avec grand plaisir. Alors Camille, tu es venue accompagner Alan ce matin et on a discuté un peu. C'était pas du tout prévu, donc merci de te prêter au jeu. Merci à toi en tout cas de nous avoir invités. Ça a été, on n'a pas dit trop de bêtises. Non, ça a été. Ça me surveille. Je trouve hyper intéressant votre histoire et la situation. Et c'est vrai que j'avais envie un peu que vous nous partagiez ça parce que je pense que c'est important. Je me permets en 2 secondes de décrire ce que moi j'ai compris. Bien sûr. Déjà, le premier truc, c'est que toi, tu es infirmière. Oui. Donc c'est quand même assez marrant. Moi, j'ai une question là-dessus qui est très directe. C'est quand est-ce que comment tu fais pour réussir à poser ta casquette d'infirmière, avoir ta casquette de compagne et comment tu jauges ça au quotidien parce qu'on sait que c'est un vrai sujet, la question d'être infirmière, la question du handicap, la charge mentale elle est énorme. On enregistre là le 31 octobre, donc on est encore dans le mois des aidants. Le mois d'octobre a été le mois des aidants et c'est un énorme sujet parce que il y a beaucoup trop de choses qui sont pas encore pris en compte là-dessus. Donc ça c'est un truc qui m'intéresse et puis l'autre chose c'est vous connaissiez avant l'accident. Bien sûr. Et ton regard là-dessus, la question du coup de foudre, tu vois cette question-là, je trouve que c'est hyper... moi ça m'intrigue vachement et donc vu que ça m'intrigue j'aime bien poser ces questions-là et qu'on puisse aborder les sujets dans ce podcast. Alors donc déjà oui ça fait très longtemps qu'on se connaît, donc on s'est connus Alan avant son accident. On s'est revus quelques mois après son accident. En fait je pense que le coup de foudre a été déjà bien avant ça, dès qu'on s'est rencontrés. Et en fait, clairement, on ne s'est pas posé de questions en fait, sur notre relation. Alors moi, en tant que... Alors peut-être parce que je suis infirmière, je pense que je n'ai pas eu du tout de barrière en fait, sur la situation de handicap. Mais je tiens à dire qu'en fait, je ne me suis jamais posé de questions. Comment... mon quotidien, est-ce que ça va changer Pas du tout. J'ai laissé la vie faire en fait. Et je pense que peut-être que je le vois encore en tant que voyant, inconsciemment. Et pourtant, je l'aide, mais je fais en sorte qu'il fasse au maximum par lui-même. Parce que Alan n'aime pas être trop assisté. Mais c'est ce qui est très bien, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que l'amour, s'il y a une situation de handicap... il faut pas faut pas y penser comme problématique. Ça changerait. Ça change tout rien. Et en même temps ça changerait. Bien sûr, après, je peux comprendre pour les aidants qu'il y a des fois, alors je le vois à travers mon métier, que pour l'aidant, ça ne peut ne pas être facile dans certaines situations. Mais en fait, alors est-ce que parce que nous on est jeunes et que on croque la vie à pleines dents et qu'on a peur de rien et qu'on se laisse aller? Parce que vraiment, Alan, beaucoup de personnes nous le disent aussi, on ne se rend pas compte qu'il est non-voyant. Voilà. Mais moi, je dis qu'il faut profiter et même si on a une personne en situation de handicap dans notre couple,
il faut affronter ça et s'aider. Et c'est ce qu'on fait, nous, par exemple. On s'aide mutuellement parce que, bien sûr, ce que je veux dire, c'est qu'Alan, c'est pas parce qu'il a une situation de handicap qu'il ne m'aide pas sur certaines choses. Voilà. C'est ce qu'il faut dire aussi. C'est intéressant, vous avez une petite fille ensemble qui a 3 ans. Oui, bien sûr. Et hier, j'ai eu Alan au téléphone, et puis Julia faisait quelque chose. Je sais pas quoi, il lui dit « Oh non, attends, va pas par là, parce que là, c'est les produits ménage. » Et en fait, je lui dis « Mais comment tu fais ?» Il me dit « Oula, alors là, t'inquiète pas. Depuis qu'elle est née, c'est instinctif, comme n'importe qui, c'est instinctif quand je sais que ça va vers une bêtise. Je sais rattraper. » Mais je trouve ça chouette en fait parce que c'est un vrai sujet, parce que c'est compliqué cette question-là, parce que la question de l'amour et de la relation, c'est la confiance en soi. Exactement. Avant de faire confiance à l'autre. Et en fait, dans les questions de handicap, il y a un vrai sujet autour de comment je peux renvoyer la meilleure version de moi-même à l'autre pour la séduire ou le séduire. Et je trouve que trop souvent, c'est un sujet qui est très très complexe. J'ai eu l'occasion d'en parler plein de fois avec des invités, et à quel point les jeunes, notamment, se disent je suis en fauteuil, faudra que je trouve quelqu'un en fauteuil. Je suis. En fait, non, trouve quelqu'un qui te convient et sois amoureux parce que c'est ça qui porte. Oui, en fait, il ne faut pas se poser ces questions-là et il ne faut pas être dans la peur parce que la peur nous freine de tout. Donc, il faut justement. Oser, et tenter, y aller, il ne faut pas se mettre de barrière. Comment t'appréhendes la question de la déficience visuelle, toi? Est-ce que tu screens un peu justement tout ce qui se passe en médical ou pas spécialement? Est-ce que tu fais des tests de tiens, on va manger dans le noir, ou est-ce que vous avez fait des choses comme ça un peu pour mieux appréhender, ou est-ce que non, c'est pas un sujet, c'est ce que Alan vit et puis en fait c'est moins un sujet pour moi? Alors non, on n'a pas fait de restaurant dans le noir. Okay. Alan m'en parle beaucoup, on le fera. Des fois, il me dit, ferme les yeux et essaye de faire ça. Ouais. Donc, par exemple, il y a des fois, j'essaye. La dernière expérience était un petit peu compliquée parce qu'il fallait que je coupe un saucisson. Donc, il fallait que je me bande les yeux, que je ferme les yeux. Donc la tranche n'était pas droite, effectivement. Donc il y a des choses comme ça. Après aussi, on peut comprendre du coup quand on se met... on va dire qu'on essaye de se mettre à sa place parce qu'on ne peut pas comprendre. Il faut juste se mettre à sa place un instant. Et effectivement, il y a des choses que je me dis, oui, c'est normal que tu mets pas ça, dire droit, parce que tu peux pas savoir comment est l'orientation de la table ou... Voilà, il y a des choses qu'il faut comprendre. Après, on essaye de faire des expériences comme on a fait du tandem. Le fameux. T'en as pensé quoi? Alors, le tandem, raconte-nous, t'en as pensé quoi? Alors, j'ai adoré, vraiment, c'était super bien. Alors, c'est sûr, il faut avoir confiance. Bon, c'est moi qui conduis, mais bon, ça, Alan, il a l'habitude, du coup, donc ça va. Mais c'était lui le moteur. Donc au début, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile. Faut savoir qu'il faut avoir une coordination des deux. Donc voilà. Mais c'était très intéressant. Et vraiment, j'en referais, quoi. Vraiment, on a vraiment kiffé, quoi. Ça, c'est top. Ouais. Votre petite, elle est encore jeune. Alors 3 ans, mais mine de rien, 3 ans, tu commences à être pas mal autonome et tout ça. C'est quoi la discussion qu'il y a autour de ça? Est-ce qu'il y a un ressenti sur le fait que papa voit pas, maman voit? Est-ce que vous en parlez? Est-ce que c'est quelque chose qui est débunké ou pas du tout? On en a toujours parlé dès le départ. On a toujours dit, ou Alan disait, papa ne voit pas. Après, je sais pas encore si elle est vraiment... Moi, je pense pas que en totalité, elle en a conscience. Par contre, elle sait que Alan, avant de sortir de la maison, il a besoin de sa canne. Donc souvent, elle prend la canne à son papa. Elle lui dit « Tiens, papa, ta canne ». Elle sait qu'il a toujours besoin de sa canne. Avant, par exemple, elle lui disait « Regarde ». Bon, après, moi, j'avoue qu'on a toujours des choses dans ces expressions-là. On dit « Tu vois », voilà. Donc, elle dit « Regarde ». Alors, du coup, des fois, on lui dit « Donne à papa », par exemple, ce qu'elle veut qu'il regarde. Et donc, du coup, maintenant, elle lui donne les objets.
Voilà, par exemple, elle joue avec un cheval, elle dit tiens papa, le cheval. Et alors, ils jouent ensemble comme s'il avait, comme une personne qui avait la vue, quoi. Ouais. Il n'y a pas de différence. Je pense qu'elle a, vu que depuis la naissance ça se passe comme ça, elle prend l'habitude aussi de notre quotidien. Donc maintenant, par exemple, je vois à l'échelle un peu plus élevée avec nos neveux et nos nièces, il y a des choses qui sont plus instinctives maintenant. Avec les années, on fait des activités où tout ça, tout est mis en place en fait. Et on ne réfléchit pas en fait, c'est naturel. Ça fait partie du quotidien de notre vie. Donc, Trop bien. Merci beaucoup. Merci d'être venu au micro. Alan, je t'avais dit que tu avais la question de l'invité d'avant, mais du coup, il faut que tu aies la question pour l'invité d'après. D'accord. Alors, moi, ma question sera plus facile qu'allemand. Alors, pour la prochaine personne, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, c'est quelle est sa plus grande force face au handicap ? Quelle est ta plus grande force face au handicap ? Voilà, c'est une question assez facile et basique, mais qui a tout son sens. Ouais, et alors quand tu sauras qui est l'invité d'après, tu verras que la question de la force est prépondérante dans sa vie. Je peux pas dire qui c'est l'invité d'après, il faudra attendre l'épisode. Ouais, mais pour le coup, la force est un vrai sujet. Camille, Alan, un énorme merci d'être venu au micro d'Atypique. Merci à Atypique aussi de nous avoir fait venir. J'étais hyper heureux de vous accueillir. J'ai appris plein de choses et ça fait du bien de pouvoir parler de tous ces sujets sans filtre, sans tabou. Merci, bravo pour le parcours. On vous donne évidemment plein de force pour la suite. Et Alan, on a hâte de te voir sur grand écran. Hein. Bientôt, j'espère. Il n'y a pas de raison. Merci à vous et puis continuez, c'est formidable ce que vous faites. Et puis si je pouvais passer un petit message, profitez de la vie à pleines dents et voilà. Trop bien. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ciao.